je le répète inlassablement tous les soirs, le match des invités, puisqu'on a toujours 2 nouveaux invités dans l'émission chaque soir. Ils se disent, mais quelle est cette histoire de match des invités? Il n'y a pas de gants de boxe, rassurez-vous, le match des invités, c'est des échanges dans cette émission entre sociétaires, entre invités. Et puis on démarre avec quelques questions que je pose aux invités. On va démarrer avec vous, Madame la maire d'Antjus. La première question que je voulais vous poser, elle concerne la ressource en eau sur le territoire d'Antjus. Aujourd'hui, c'est une préoccupation majeure. On est encore en hiver, mais on s'approche doucement des périodes printanières et puis de l'été. Ce bien précieux, est-ce que vous êtes inquiète pour votre territoire? Alors, je suis inquiète pour mon territoire comme pour tout le Gard et tout le sud de la France. Bien sûr, dû au réchauffement climatique nous affecte tous, et donc il nous affecte plus rapidement que ce qu'on aurait pu imaginer, il y a quelques années, quand on faisait le schéma eau et climat du département, et notamment en Cévennes, c'est effectivement, il s'avère que il est plus sévère quelque part en Cévennes qu'en Plaine et qu'en Camargue. Donc on doit prendre tout ça très au sérieux. Et notamment dans des secteurs comme nous, où en été on a davantage de personnes, puisque nous avons pas mal de tourisme sur Antjus, donc il faut vraiment se poser les questions. Il faudra se poser des questions. Et est-ce que vous accompagnez votre population? Est-ce que vous commencez à passer des messages Bien autour sûr. De la réduction? C'est comme les inondations, trop d'eau et pas assez d'eau, c'est pareil. C'est là. Il faut s'acculturer à tout ça, et on parle d'économie, on parle de comment on fait des petites réserves pour passer les jours de crise, pour arroser le jardin potager, parce que quand même c'est un peu un contresens de pas arroser, de pas vraiment pouvoir arroser du tout la tomate qu'on fait pousser chez soi et d'en faire revenir d'Espagne où on sait qu'elle prend l'eau qu'il n'y a pas non plus, donc ou même du sud du Gard. Bon, donc on travaille sur tous les champs, sur le stade aussi, parce que le stade, on avait l'habitude d'arroser, il fallait de la pelouse verte. Bon, aujourd'hui, par exemple, les employés communaux suivent une formation avec le PTB Gardon pour les économies d'eau, comment on fait pour avoir un stade correct en dépensant moins d'eau. C'est un travail tout au long de l'année. Vous ne trouvez pas dommage que ce week-end il est tombé beaucoup d'eau et que dans le Gard on n'ait pas de retenue d'eau? Alors, en fait, les parce retenues que ça pourrait d'eau, servir. Oui, alors. C'est un sujet c'est reparti complexe. Dans la mer quand même, ce c'est un week-end, sujet complexe que j'ai un peu étudié. C'est pour ça que je vous pose la question. Voilà. Alors, il y a les retenues d'eau qu'on voit et celles qu'on voit pas, notamment les nappes phréatiques, et même, peut-être que vous ne savez pas, vous inviterez peut-être prochainement la maire de Massière-Gatuèche, elle vous racontera. Mais par exemple, du monde à inviter. Il y a un barrage souterrain à Massière-Gatuèche qui avait été expérimental et dont on ferait bien de s'inspirer pour ailleurs, parce qu'en fait, c'était un barrage destiné à faire remonter la nappe phréatique, voilà. Et donc, il y a des choses qui se passent, qui peuvent être intéressantes, qui rentrent dans une gestion globale écologique de la rivière, par exemple, et qui n'impactent pas, par exemple, un barrage qui va après faire qu'en aval, la rivière, elle va être plus morte, quoi, au niveau de la biodiversité, de tout ce qui va s'y passer. Voilà. Donc, c'est à prendre avec tout ça. Il faut d'abord aussi se poser la question de pourquoi on a besoin d'eau, pour quel projet. Si on parle de retenue, par exemple, c'est pas juste il faut sortir de la posture on est pour ou contre les retenues, ça c'est clivant pour rien. D'abord il faut connaître les ressources qu'on a sous nos pieds, comment on peut les utiliser, comment elles se renouvellent, et ensuite si on doit faire une retenue, peut-être, mais alors pourquoi, pour quelle agriculture? Si c'est pour faire du maïs OGM, c'est pas la peine, si c'est pour faire de l'autonomie, pour favoriser l'autonomie alimentaire des habitants dans le cadre d'un plan alimentaire territorial, il faut y réfléchir sérieusement. Il y a du sens. Et par exemple, je soulignais que le PTB Gardon est en train de faire l'inventaire de toutes les réserves patrimoniales qu'on avait avant en Cévennes, qui servaient à vivre de l'agriculture, pour l'agriculture et pour les habitants qui étaient moins gourmands en eau qu'aujourd'hui, il faut le dire. Voilà. On avance. Vous me faites des réponses un
petit peu plus courte, D'accord, mais oui, parce mais- que sinon le temps nous est compté et je veux pas vous couper systématiquement. Je voudrais qu'on parle de la politique de la ville, puisque vous avez bénéficié de ce dispositif. Ça représente quand même pas mal d'argent pour Anduze, parce que je crois avoir bien compté, c'est un peu plus de 100 000 euros pour des actions éducatives, artistiques, sportives également. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Ah oui, alors donc on était un peu sorti du dispositif de politique de la ville dans le nouveau dispositif du gouvernement. Ensuite, on a fait un travail collectif très important parce que la Grand Combe était concernée, Saint-Ambrois également. Donc on est monté au créneau ensemble et on a pu faire bouger les lignes et rester dans le dispositif. Ce qui est important pour les actions Et oui, pour les habitants, concrètement, ça représente quoi? Ça représente des actions culturelles, des actions sportives. Ça représente aussi des possibilités de... Par exemple, la Poste, elle restera plus longtemps parce qu'on est un QPV. Par exemple, on a un projet de tiers-lieu culturel adossé à une médiathèque. En étant dans le quartier politique de la ville, on pourra avoir des fonds européens d'une importance... Enfin, important, quoi. Oui, presque de moitié, hein. Il y a une prise en charge, non? Oui, alors voilà. Bien sûr, ça baisse là aussi un peu. Mais enfin, si on a 42%, on sera content. Voilà, j'ai l'impression que c'est comme ça aujourd'hui. Et voilà, mais 40%, c'est énorme quand même. C'est pas mal du tout, en effet. Oui, oui, voilà. On parle des travaux sur la commune d'Anduze, parce que vous avez engagé une politique de travaux aussi sur l'ensemble de la commune. Alors, je sais qu'il y a un sujet sur la réfection d'une cour de l'école maternelle, si je me trompe pas. Non, l'école primaire qu'on a... On en est où? Parce qu'on a est- reçu un mail du collectif des parents de cette école Voilà. qui voudraient savoir quand est-ce qu'ils vont pouvoir enfin Voilà. avoir des gamins qui jouent dans cette cour. Qu'est-ce que vous Bon, pouvez nous alors dire? d'abord, ils peuvent quand même jouer, hein. Mais, c'est vrai qu'elle est à peu près... Il y a eu un peu de retard, c'est ça? Beaucoup de retard parce que Anduze, vous savez, Anduze c'est vieux, hein, c'est ancien. Donc à l'époque, quand ils avaient fait la cour de l'école, ils avaient remblayé, mais ils avaient oublié de remblayer une cave. Donc on est tombé sur cette cave. Les voisins, certains voisins ont dit que ça avait du coup fendu leur maison, enfin, qu'il y avait des fissures. Donc arrêt des travaux, experts et tous les assurances, etc., etc. Tout ça s'enchaîne laborieusement. Aujourd'hui, nous avons... Les desiderata des maires de ce beau pays du Gard. Voilà, et donc aujourd'hui on a pris le taureau par les cornes, on fait un référé préventif qui est en cours pour reconstater les fissures et on recommence les travaux très prochainement. Je ne peux pas dire de date parce qu'après si jamais, hein, c'est 3 jours après. Hein. Les autres travaux, qu'est-ce que vous pouvez Voilà. nous dire? Parce qu'on va pas parler Mais en que de tout l'école cas, on primaire. espère qu'elle soit finie avant la fin de l'année scolaire, hein, bien Bon, sûr. très bien, les enfants pourront en profiter très largement, en tout cas l'année prochaine. Voilà, ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les autres travaux que vous avez engagés sur la commune? Donc on a ce projet de la maison Bello, je vous ai expliqué, tiers-lieu culturel. Oui. On a également un projet d'habitat inclusif pour lequel on est largement épaulé par le département, hein, dans la conférence des financeurs, sur le bâtiment avec la CEMIGA et sur l'aspect du projet social, hein, puisque c'est une aide à la vie partagée qui nous est amenée. Les personnes vont définir qu'est-ce qu'elles veulent faire ensemble et dans Anduze avec les autres, etc. Donc ça c'est... Parce qu'il y a un phénomène qui est extrêmement positif sur Anduze, c'est peut-être pas suffisamment rappelé, c'est que vous avez des nouveaux habitants chaque année supplémentaires. D'ailleurs, vous avez une politique aussi, je crois, au travers de la modification de votre PLU, pour favoriser la construction de nouveaux logements. Oui, on a une politique volontariste au niveau des logements. Alors là, il y a récemment un bâtiment, enfin 2 bâtiments de plus de 30 logements les personnes viennent de récupérer les clés, enfin il y a à peine un mois. Et donc ça c'est important parce que c'est quelques nouvelles familles qui viennent sur Anduze. Il y a des relogements, hein, pas mal locaux, très locaux, des villages alentours, mais il y a aussi de nouvelles familles. Et puis donc il y a l'habitat inclusif qui est prévu, donc pour une dizaine. Et puis bon, il y a une opération d'amélioration de l'habitat pour le centre ancien, ça c'est important parce que il faut pas penser qu'au neuf, il faut aussi réhabiliter l'ancien, puisqu'on en a qu'il est beau, mais il faut s'en occuper. Et puis on continuera quoi, au fur et à mesure, parce que le logement, c'est une problématique quand même nationale.
nous n'échappons pas à cette problématique dans le Gard. Et localement, Anduze est un endroit où les gens ont envie de venir habiter. Donc il faut qu'on s'en occupe et qu'on ait une diversité de logements. Le parcours locatif, ça doit rester une volonté aussi, une possibilité. Vous êtes dans la dernière partie de votre premier mandat, Geneviève Blanc, à la tête de la mairie d'Anduze. Quel est votre bilan personnel ? Alors, je regrette pas d'avoir lancé tous les projets au début de mandat, parce que c'est vrai que c'est une gestion quand même au quotidien lourde, et le danger, c'est de se faire un peu... de se faire un peu enterrer dans la gestion et de pas penser à faire du projet. Donc c'est bien parce qu'on a lancé énormément de projets et puis ils suivent leur cours. Le gymnase, réhabilitation totale avec production d'énergie renouvelable avec le solaire, va se terminer. Il faut aussi parler des trains qui arrivent à l'heure, comme je disais. Donc le gymnase, c'est tout bon. On a réhabilité une petite gare face à la voie verte que le département a fait. Ils sont au rendez-vous, le département du Gard. Ils sont au rendez-vous, Anduze, oui. Vous avez bien fait de venir, Christophe Serre. Tout à fait, mais il faut dire que le département, c'est le premier partenaire des collectivités du Gard. Tout à fait, et c'est vrai que sur beaucoup de sujets, c'est comme ça. On sent que vous êtes dans une dynamique, dans une volonté, que vous lancez des projets, etc. Je présume, Geneviève Blanc, que vous serez candidate pour un deuxième mandat en 2026. Je pense qu'un premier mandat, ça ne suffit pas pour réaliser ce qu'on a à faire sur une commune. Et donc, ça me semble être une responsabilité que d'aller sur un second. Voilà. Sur un second mandat. Très bien. Christophe Serre, votre question à Geneviève Blanc. C'est une bonne transition. Tu es élu maire depuis 2020. Quand on voit autour de nous un petit peu les défaillances qu'il y a de nombreux élus qui démissionnent, etc. Moi, je voudrais savoir, donc tu seras nouveau candidate apparemment donc en 2026, mais je voudrais savoir quel était ton plus mauvais souvenir en tant que maire. C'est difficile comme question, je ne sais pas. Je pense que ce qui est très compliqué pour nous, et ça me rappelle une situation, c'est les situations de détresse personnelle des personnes, ou que c'est parfois, pourtant j'ai une formation de travailleur social, donc je suis pas très intimidée par ces questions-là, mais c'est vrai même en Anduze, on voit des situations de détresse et qu'on n'est jamais vraiment satisfait de la manière dont on peut répondre, même si on essaye de faire au mieux. Voilà, ça c'est peut-être... C'est délicat d'aller sur le souvenir précis, mais voilà. Laurence, votre question à notre invité, Geneviève. Je vais changer ma question, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Est-ce qu'il vous est arrivé d'être agressé au sein de votre fonction quand vous êtes maire aujourd'hui ? Parce qu'on parle aujourd'hui de l'agression de beaucoup de maires. Oui, est-ce que vous ressentez cette agressivité au sein de votre commune ? Alors, je ressens l'agressivité des personnes qui sont... en fait, elles manquent d'interlocuteurs aujourd'hui. La fracture, c'est pour moi très directement lié au retrait des services publics et à la fracture numérique. Et donc, notre mairie, elle est ouverte tous les jours. Donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on a en travers notre service, on vient le dire à la mairie. Et bon, pourquoi pas, mais après, on ne peut pas avoir réponse à tout, et puisqu'on ne se substitue pas à tous les services, et du coup... ça, c'est compliqué à gérer pour les employés municipaux qui sont là, qui au quotidien confrontés à... Mais vous n'êtes jamais senti vous-même agressé ? Limite une fois, mais bon, voilà, c'est... Arnaud Bord, votre question à notre invité, la maire d'Anduze. Alors moi, c'est à la conseillère communautaire d'Alès Agglomération que je vais poser la question, puisque nous sommes collègues à l'Agglo. On est investi dans le plan alimentaire territorial au sein de la communauté d'agglomération d'Alès. Et aujourd'hui, il y a une problématique qui arrive, c'est la mise en liquidation certaine de l'abattoir d'Alès. Est-ce que... Ça passe demain au tribunal. Voilà, ça passe demain. Est-ce que l'agglomération ne devrait pas s'emparer de ce sujet vis-à-vis de l'argent qui est investi sur le plan alimentaire territorial, et on sait que c'est intimement lié si on veut préserver les circuits courts sur le territoire. Oui, je pense qu'effectivement... un plan alimentaire territorial qui ne s'occupe pas des cantines et pas de l'abattoir, il y a un peu des trous dans la raquette, quoi. Mais bon, après,
Je comprends que la situation est compliquée. Je pense qu'il faudrait s'en occuper, peut-être pas refaire la même chose que ce qui a été fait. Je pense peut-être ça a été surdimensionné. On a trop compté sur de la viande extérieure. Bon. Après, c'est une problématique qu'on retrouve un peu partout en France. Hein. Oui. Et on peut dire quand même que la mairie d'Alès et Alès Agglomération a toujours soutenu. Tout à fait. La mairie d'Alès. Pas Alès Agglomération. La mairie d'Alès a soutenu, et c'est vrai que ça concerne honnêtement plus que la mairie d'Alès, ça c'est vrai. Et en même temps, il faut se poser la question de la dimension. Je pense que si on le reprend, il faut mettre tout à plat. Voilà, j'aurais tendance à dire ça. Et pour correspondre aux besoins locaux, et qu'on fasse des vraies études de faisabilité, de quelle est la bonne taille. Je vois par exemple, j'ai vu qu'il y avait un abattoir mobile qui était en train de se monter en Cévennes. Il faut en tenir compte. Comment on travaille ensemble sur tout ça. Geneviève Blanc, c'est à vous à présent de poser une question à Christophe Serre. Alors, on fait partie tous les deux du même GAL maintenant. Le groupe Action Locale, avant il y en avait 3, maintenant il n'y en a plus qu'un sur le haut du Gard. Je ne sais pas comment tu vois l'avenir de ce GAL. J'aimerais. Est-ce que tu peux me donner un peu d'espoir là-dessus? La groupe Action Locale, c'est bien de rappeler. En fait, c'est un organisme qui draine des fonds européens sur Leader, quoi, grosso modo, sur les territoires, que ce soit pour les associations, les entreprises ou les collectivités. Voilà. Et pour des territoires ruraux. Oui. Voilà. Alors, l'avenir du GAL. Moi, je reste quelqu'un d'optimiste, d'autant plus que le Garaudannien n'avait pas de GAL sur son territoire et on faisait partie du seul territoire gardois à pas être couvert par une GAL. Donc ça, c'est un premier point. Le second point, on aurait souhaité que ce soit une GAL qui soit sur notre territoire. Bon, c'est la région qui a la main là-dessus, et la région a souhaité qu'on puisse fusionner GAL-Cévennes avec le Garaudannien et une autre partie du GAL-Cévennes qui part avec l'Hérault. Ça, c'est un premier point. Le problème, c'est que c'est relativement long la mise en place, parce qu'on est dans une nouvelle phase de contrat pour la période 2022-2028, me semble, de mémoire. Et donc, nous, on est prêt à travailler, mais la région ne l'est pas encore. Et oui, on va arriver à la fin du mandat, on n'aura rien. Voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, on va commencer à peine au mois d'avril-mai à recenser les projets. Le portable de Carole Delga, il faut que vous l'appeliez. Oui, tout à fait. Mais le politique, c'est une chose et l'administration en est une autre. Et parfois, c'est un peu compliqué. Donc, c'est le fameux millefeuille administratif. Ouais, puis après, je veux dire quand même, il faut quand même reconnaître que pour la région, c'est aussi difficile, puisqu'avant, sur le dernier mandat, on gérait 2 GAL, celui du Languedoc, celui des Pyrénées-Orientales, et qu'aujourd'hui, on fusionne une seule politique européenne au niveau de la région, et donc il faut quand même coordonner les différentes actions. Allez, Christophe Serre, quelques questions pour vous avant de donner la parole à mes sociétaires qui ont des questions à vous poser. La première, bien évidemment, on va rappeler que vous êtes premier vice-président au département du Gard. 240 000 Gardois ont plus de 60 ans aujourd'hui, 265 000 à l'horizon 2027. Ça va représenter plus d'un tiers de la population. Comment le département du Gard se prépare à cette population aujourd'hui qui va être vieillissante et certainement en perte d'autonomie dans la foulée? Le département, se prépare déjà en ayant voté son schéma des solidarités. On va en parler. Et donc qui met en place un certain nombre d'actions. Aujourd'hui, le département a fait le choix de développer tout un parcours de vie, entre autres l'habitat inclusif, d'abord l'amélioration de son habitat quand on peut rester chez soi et qu'on peut l'adapter. Ensuite, l'habitat inclusif, que ce soit les maisons en partage ou de l'habitat inclusif financé avec l'allocation de vie partagée, qui permet de regrouper des personnes âgées sur un seul et unique lieu, où chacun a son indépendance dans sa chambre, dans son appartement. Et tous les services autour. Attention, ce n'est pas des seigneuriales, il fallait donner une image, c'est vraiment de l'habitat. Et à côté, il y a un lieu de vie en commun où on peut partager un certain nombre de choses, Est-ce que tout est fait pour miser sur l'alternative aux EHPAD parce que ça coûte trop cher? Non, ce n'est pas une alternative, c'est un parcours.
Et il y a nécessité d'avoir aussi des EHPAD, mais des EHPAD qui soient adaptés pour pouvoir recevoir aussi cette population qui augmente. C'est pour ça qu'un certain nombre d'EHPAD publics et associatifs sont aujourd'hui en train de réfléchir à ce qu'on appelle l'EHPAD 2030. On rentre de plus en plus vieux en EHPAD, 83, 84 ans, généralement. Voilà. Et nous avons défendu, dans le cadre du projet de ARS, le projet de santé de l'ARS, nous avons défendu dans le Gard le fait que nous maintenions le nombre de lits. C'est-à-dire que auparavant, un établissement fermé et les lits partaient dans le pot commun de la région. Là, nous avons donc, c'est pour ça que nous n'avions pas voté le fameux schéma régional de santé de l'ARS, et M. Jaff, son directeur, nous a entendus. Donc, entre autres, ce nombre de lits est maintenu dans le Gard pour pouvoir quand même répondre. C'est quand même presque 8000 lits dans le Gard. Il y a plusieurs mois, Christophe Serre, une problématique dans les EHPAD qui a été dénoncée par un journaliste dans un livre. Vous aviez pris l'engagement de faire le tour des EHPAD qui sont aujourd'hui sous la responsabilité du département du Gard. Est-ce que vous pouvez nous assurer ce soir que les EHPAD dans le Gard, aujourd'hui, il y a des contrôles du département du Gard et que nos aînés sont bien traités? Nos aînés sont bien traités dans les établissements. On n'est pas à l'abri à tel endroit ou dans tel établissement d'une difficulté, mais dans l'ensemble, nos aînés sont bien traités grâce à des équipes qui sont compétentes, un secteur du médico-social qui souffre aujourd'hui, parce que ce n'est pas facile pour un directeur d'EHPAD de recruter des infirmières, de recruter des aides-soignantes. C'est aussi cette problématique-là. Et le département est un partenaire de ces EHPAD, puisque nous finançons déjà la partie hébergement, puisque le soin, c'est plutôt l'agence régionale de santé, l'ARS, mais nous avons un interlocuteur privilégié au sein du département qui est en contact avec les établissements. Nous mettons en place des contrats d'objectifs et de moyens, les fameux contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, ce qu'on appelle les CEPOM dans un terme barbare, sur une période de 3 ou 4 ans, qui permet de prendre en compte tout un ensemble, certes l'hébergement, mais aussi la vie, les projets, les investissements qu'il y a. Et on est encore un des rares départements en Occitanie à continuer à subventionner et à financer les travaux, soit d'extension, soit des travaux de rénovation des établissements, ce qui fait en sorte, ce qui permet d'atténuer quand même le prix de journée. Et puis, il y a effectivement des personnalités précieuses dans le département du Gard. On va fêter à travers la journée nationale des aides à la personne dimanche prochain. Et là aussi, le département du Gard accompagne via le monde associatif. On pense à Vivadom, on pense à Présence 30, on pense bien évidemment à d'autres structures. Mais il y a quand même, depuis quelques années, cette question qui se pose, à la fois sur les conditions de travail, mais également sur la rémunération de ces personnes dans le département du Gard qui sont là au rendez-vous pour les porteurs d'handicap comme pour les personnes âgées. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à l'occasion de cette journée nationale de dimanche ? Leur dire que le département est à leur côté, que ma porte a toujours été ouverte, elle l'est toujours, et que le département du Gard répond aux difficultés que y compris sur la revalorisation. Mais après la revalorisation, nous avons fait ce qu'il fallait faire dans le cadre du Ségur de la santé. Ça a été plus de 2 millions d'euros au niveau du département du Gard. Nous avions fait le choix à l'époque de ne pas donner de nouvel agrément pour avoir un maillage du territoire et que ça puisse répondre à un besoin. Aujourd'hui, ce sont quand même des structures qui sont quand même en difficulté. Le métier, là aussi, n'est pas facile, parce que prendre sa voiture, aller travailler 1 heure, surtout en milieu rural, aller travailler 1 heure dans une commune, reprendre sa voiture pour repartir, c'est vrai que c'est un métier qui est pas facile, mais... Y compris avec des difficultés de recrutement, d'ailleurs. Difficultés de recrutement, et d'ailleurs, le département a réuni, j'ai réuni la semaine dernière un certain nombre de responsables auxquels nous allons mettre en place un certain nombre d'actions. Et d'ailleurs, une structure va fêter ses 50 ans d'ailleurs à Saint-Paul-de-Quesson au mois d'avril, et on va aussi. Je peux pas oublier. Oui. Et on va essayer de valoriser bien sûr ces métiers d'aide à domicile. La maison du handicap du département du Gard, la présidente Françoise Laurent-Périgot avait pris l'engagement au début de son mandat de simplifier les démarches pour les familles et pour les porteurs de handicap, parce qu'il y a un renouvellement qui est obligatoire chaque année, et finalement on peut se retrouver avec des personnes là aussi dans le Gard qui
n'y a pas de nécessité, en fait, finalement, de leur demander de mettre à jour leur dossier chaque année parce que c'est une charge administrative très importante. Qu'est-ce que vous pouvez dire ce soir, là encore? Est-ce que la promesse est tenue? La promesse est tenue. Nous avons fait en sorte, mais c'est aussi une action au niveau national. Il faut quand même aussi rendre à César ce qui est à César. C'est que aujourd'hui, et le confinement a permis cette simplification aussi. On permet maintenant pour certaines formes d'handicap, de ne pas renouveler spécialement son dossier, ou du moins si on doit le renouveler, fournir que quelques pièces et pas la totalité du dossier. Aujourd'hui, quand vous remplissez un dossier MDPH, c'est 27 pages, quoi. Donc, bon, c'est pas simple. On a mis aussi en place le téléservice qui permet de pouvoir saisir son document via un site internet. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi la fracture numérique et que le département accompagne aussi cette problématique-là. Mais ça permet aussi de suivre son dossier et de savoir un petit peu quand est-ce qu'on va avoir ses droits. Aujourd'hui, sur une allocation, une APA ou une autre allocation, on est à un délai de 4 mois et demi, même un peu moins. Donc on a résorbé ce délai qui, il y a 2 ans, clairement. On parlait Très clairement. On parlait de 8 mois. Il y a eu un vrai travail de fond. Et quand on dit 4 mois et demi, pour le citoyen lambda, ça semble long pour l'instruction d'un dossier. Et pourtant, aujourd'hui, c'est une moyenne qui est... au département, la moyenne nationale est presque à 5 mois. Oui, bien sûr. Voilà. Bon, j'ai un mot pour terminer, avant de donner la parole à mes sociétaires sur Saint-Paul et de questions. Vous aussi, vous attaquez à la dernière partie de votre mandat. Qu'est-ce que vous dites à vos administrés? Où vous en êtes? Est-ce que toutes les priorités et toutes les promesses, là aussi, ont été tenues? Mais écoutez, on déroule notre programme. Nous travaillons sur notre halle de sport que nous souhaitons réaliser. Alors c'est vrai que l'inflation est passée par là, que les intérêts d'emprunt ont augmenté, et donc on reste vigilant sur les finances de la commune, mais nous on déroule notre feuille de route. Quelles sont vos priorités là pour les 2 prochaines années qui restent? Ah ben là, c'est de l'acquisition de terrain. On est une commune où on n'a pas de foncier bâti. Donc on va acquérir du terrain, 21 000 m², voilà, et on a acheté du bâtiment et on va construire, et je pense qu'on aura pratiquement complété la feuille de route. Arnaud Bord, votre question à Christophe Serre, à votre collègue Christophe Serre. Oui, j'ai réfléchi et je viens de décider il y a quelques minutes faire une question coquine en mémoire de... Ah, c'est bien. Coralie Mollaret, elle est bientôt de retour, hein, vous inquiétez pas. Elle sera là dans 3 semaines. Et qui avait un rapport avec le Parti Socialiste, mais je la laisse de côté parce qu'il y a une information, enfin, pour moi, une actualité qui est plus importante sur le bassin du Gard-Rodanier et ses pensées d'esprit. Savoir comment Christophe Serre voit les choses au niveau de la municipale de Poncet-Esprit qui se prépare et est-ce qu'il va soutenir Claire Lapeyronie dans la reconquête de la mairie face au Rassemblement national. Alors, je regarde ça avec beaucoup d'intérêt. Poncet-Esprit est à 4-5 km de Saint-Paul-de-Quesson. Situation particulière que je regrette. Je l'ai dit à Claire Lapeyronie en son temps. Aujourd'hui, il semblerait qu'il y ait 3 listes. Une liste RN, une liste, on va dire, de citoyens, et la liste dite d'hiver gauche de Claire Lapeyronie. Voilà, moi, à mes connaissances, c'est là. Alors, c'est vrai que le RN ziote avec un œil gourmand Pont-Saint-Esprit. Je pense que Pont-Saint-Esprit mérite mieux que le RN. Hein. Pont-Saint-Esprit, c'est une très belle ville, c'est une ville multiple, et je pense que le RN n'apporterait rien de bon. En plus, bon, je lui disais, question coquine, moi je vais faire une réponse un peu moins coquine peut-être, mais entre un tête de liste RN qui connaît à peine les rues de Pont-Saint-Esprit, quoi qu'en ce moment il travaille, bon, il est jeune, hein, moi j'ai rien contre la jeunesse, j'étais élu à l'âge de 30 ans maire de Saint-Paul. Non mais on les connaît, on les connaît tous les deux. Et voilà, et en troisième position un député qui habite à Saint-Julien-les-Rosiers, je crois, de mémoire. Je pense que voilà, les Spéripontains méritent mieux, et que je pense que dans les 10 000 Spéripontains, il y a des gens de qualité qui se présentent, que ce soit sur la liste de Claire Lapeyronie ou que ce soit sur la liste de Jérôme Bouvier. Voilà. On est là, moi je regarde. Qui moi je soutiens les équipes qui feront barrage au RN aujourd'hui. Bon, l'autre problématique, et là aussi je l'ai dit à Claire Lapeyronie, moi j'ai des camarades qui ont été remerciés, hein, donc oui. Voilà, c'est un constat. Voilà.
elle le sait. Et la Claire Véronique, j'estime que c'était une collègue et une amie, puisqu'elle a été aussi ma remplaçante entre 2011 et 2015. Voilà, c'est une situation que je déplore. Pour le moment, je fais le choix de la réserve. J'attends de voir un petit peu, parce qu'on parle de listes, mais pour le moment, elles ne sont pas déposées. Tout à fait. Donc, est-ce que le RN est complet? Je ne sais pas. Est-ce que la liste de M. Bouvier est complète? Je ne sais pas. Est-ce que la liste de Claire Lapéronie est complète? Je ne sais pas. Elle a dit que oui. En tout cas... Elle a dit qu'elle avait sa liste qui était prête. En tout cas, voilà. Mais est-ce que justement, il n'y a pas un risque? Moi, ce que je vois aujourd'hui, et c'est ma crainte, est-ce qu'il n'y a pas un risque avec cette double liste face au RN? Parce qu'on sait ici que d'un côté comme de l'autre, c'est des gens qui se connaissent, qui sont dans les deux listes, qui parfois ont même partagé des bancs ensemble, ou même des convictions ensemble, qui là peuvent s'affaiblir mutuellement et laisser un tapis vert. Moi, je me rappelle quand même du deuxième tour des élections législatives pour être face à Pierre Morin, à Pont-Saint-Esprit. Il a gagné 300 voix de plus, il fait plus de 60% au second tour sur Pont-Saint-Esprit, avec une participation tout à fait raisonnable. Le risque est important. Après, le contexte, c'est pas le même. C'est pas la même élection. Le contexte n'est pas le même. Le danger. D'accord, mais on est en pleine élection européenne. On est en pleine élection européenne, ça vous aura pas échappé, avec une dynamique derrière Jordan Bardella qui n'échappe à personne ici. Donc, il va y avoir du surf aussi là-dessus. Moi, je pense qu'une élection municipale, on regarde d'abord un petit peu l'équipe qui est constituée. Je pense que les Spéripontains feront le choix des Spéripontains. Moi, je l'espère. Voilà. Je l'espère parce que je crains qu'aujourd'hui, justement, ça soit notre manière de voir la politique, mais que petit à petit, les gens raisonnent différemment. Et je le crains. Moi, le danger pour moi, ça aurait été qu'il n'y ait que deux listes. Je pense que face au RN, ça aurait été beaucoup plus dangereux. Il y a trois listes, comme je l'ai dit à Claire Lapéronie. Au second tour, il faudra à un moment donné prendre les décisions qui s'imposent et que le second se désiste pour le premier dans les listes, Laurence, qui font barrage au RN. Laurence, votre question à Christophe Serre pour terminer. Ma question à Christophe Serre, elle va être sur sa délégation au conseil départemental, sur l'autonomie. On a dit qu'aujourd'hui, il y avait 6 000 lits dans le Gard. 8 000. 8 000, pardon. Un peu moins de 8 000, voilà. Voilà, 8 000. Est-ce que vous avez projeté, parce qu'on sait que la population est vieillissante, est-ce que vous avez projeté dans une dizaine d'années les besoins que nous aurons dans le département? Parce qu'il y a de plus en plus de manque d'autonomie, la population est vieillissante, il y a beaucoup d'hospitalisation à domicile et on veut de plus en plus laisser les gens à domicile. Donc aujourd'hui, est-ce que tout cela, je pense que ça a été pensé, mais est-ce que vous avez pu mettre des chiffres sur tout ça? Alors des chiffres, je ne les ai pas spécialement en tête, mais le schéma des solidarités qui a été voté jusqu'en 2027 prend en compte toute cette problématique-là. Et c'est pour cela que on facilite un parcours de vie. Un parcours de vie entre le maintien à domicile, l'habitat inclusif, les maisons de retraite, et qui permettra donc de répondre aux enjeux de la population. Mais est-ce que vous aurez les moyens? Parce qu'il faut les moyens. Il faudra les moyens aussi. Les moyens... c'est les dotations de l'État aussi. Oui. Les moyens, c'est que le département ne prélève plus l'impôt et que nous, on vit des dotations de l'État. C'est ça. Donc, les droits de mutation un peu. Oui, mais les droits de mutation baissent. On revient au niveau de 2018-2019. Parce qu'avec les taux d'intérêt, il y a eu moins de transactions aussi. Voilà, aujourd'hui, on a il y a eu de belles années avant. On a baissé. Après, voilà, le gouvernement va soi-disant enfin voter la loi. Oui, enfin. Oui, enfin. Moi, je l'appelais l'Arlésienne, parce qu'on nous en parle. Chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, le sujet revient et puis on l'oublie parce qu'il y a d'autres priorités ou parce que la loi c'est une chose, mais encore derrière, faut-il y mettre le financement qui va. Aujourd'hui, il y a 10 milliards d'économies à faire, donc on s'inquiète encore sur la loi autonomie. Merci beaucoup à tous. Merci.